dispositif de refroidissement de Cattenom est opérationnel, déclare EDF après les révélations du Spiegel qui affirmait le contraire. Les producteurs de lait français ont dépassé les quotas cette année, ils paieront des amendes. Gorbatchev en Pologne, au premier jour il parle armement conventionnel en Europe et condamne les actes de répression de Staline contre nombre de Polonais. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, une information qui nous est parvenue il y a moins d'une heure. Au sud d'Athènes, en Grèce, près de l'île d'Égine, un commando armé a jeté des grenades sur le pont d'un navire de croisière. L'attaque a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Le commando a ensuite pris la fuite à bord d'un voilier. Nous espérons avoir des images au cours de ce journal et bien sûr des précisions sur les circonstances de cette action terroriste. Le j'accuse du Spiegel contre Cattenom. Selon le magazine ouest allemand, le système de sécurité de la centrale de Thionville n'est pas opérationnel. Faux, réplique EDF aujourd'hui. L'enquête sur place à Thionville de François de Roubaix. 19 lignes sur une colonne dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel ont suffi à mettre en doute l'efficacité du système de refroidissement de secours de la centrale de Cattenom. En effet, Der Spiegel annonçait hier qu'un des bassins de retenue du barrage de Vieux-Pré dans les Vosges était vide. Or, cette retenue n'a rien à voir avec le système de refroidissement de la centrale. Les affirmations de Der Spiegel sont complètement erronées. La retenue de Vieux-Pré n'a rien à voir avec le caractère nucléaire des installations. Cette retenue d'eau a pour fonction non pas d'alimenter le dispositif de refroidissement de secours de la centrale, mais de compenser l'évaporation d'eau de Moselle due au fonctionnement des installations. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'écrit Der Spiegel, la retenue d'eau de Vieux-Pré dans les Vosges n'est pas vide. En ce qui concerne nos circuits de refroidissement de secours, nous avons une autre retenue, un autre lac, à proximité immédiate du site, à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici, de plus de 7 millions de mètres cubes, qui nous permettrait, en cas d'interruption de notre liaison entre nos installations et la Moselle, où nous avons à peu près 3,5 km de galerie, de pouvoir fonctionner 10 jours à la pleine puissance des 4 tranches. S'il existe des risques inhérents à cette catégorie d'installation, le fond du problème n'est-il pas, à l'aube du marché européen, l'enjeu économique que représente Cattenom, sachant que le prix de l'électricité produite par la centrale est 1,5 fois moins cher que l'électricité allemande, réputée pour être la plus coûteuse d'Europe. Les producteurs de lait français à l'amende, comme on pouvait le craindre depuis plusieurs mois, ils ont dépassé leur quota au cours de la campagne écoulée. Résultat, les tanks débordent et les producteurs de lait paieront 2,14 francs par litre d'excédent, soit 7 000 francs en moyenne chacun pour un an. Comment cela se traduit-il pour un exploitant? Pour comprendre, voici le reportage de Pascal Becker dans une ferme de la Meuse. Le lait, c'est la rentabilité de la ferme, l'or blanc, du moins avant les quotas. Pour leur exploitation, Monique et Jacques ont le droit de vendre 123 000 litres pour 87,88. Le lait est toujours payé à la livraison, mais une fois par an, à la laiterie, on fait les comptes. Chaque litre livré en plus des quotas est alors perdu. Il faut non seulement rembourser l'argent déjà touché, mais en plus, une amende vient encore alourdir la facture. Ainsi, cette année, Jacques et Monique payeront 13 000 francs de pénalité. On a dépassé de 6 000 litres environ. Et pour nous, c'est un problème parce qu'on est quand même à 2 ménages avec moins de 30 laitières. Et le montant de notre quota n'est que de 123 000 litres. Ce qui fait que pour 2 ménages, c'est trop peu, quoi. Ici, la terre ne se prête pas vraiment à la culture de céréales. Et l'autre source possible de revenus, la production de viande, est elle aussi liée au quota laitier. Moins de vaches, moins de veaux. Alors les veaux, on faisait de la production de viande, ça nous faisait vivre, il n'y a pas avec tout ça. Alors le lait qu'on dépasse, on donne du lait aux veaux pendant jusqu'à 4-5 mois. On ne va pas ficher la rigole, hein, on ne va pas acheter la nourriture. L'année passée, le système des quotas était encore plus flexible. On tolérait les dépassements jusqu'à 20 000 litres. Et cette saison, les agriculteurs comptaient beaucoup sur la même marge. Résultat, ils sont 110 000 à avoir trop produit. Erreur, car cette fois-ci, pas d'amnistie. À partir du 15 juillet, il faudra payer les pénalités. Pour faire passer la pilule, Henri Nallet, le nouveau ministre de l'Agriculture, annonce qu'on pourra échelonner les paiements. C'était en fait le seul moyen de sauver de la fermeture beaucoup de petites exploitations.
Les syndicats déçus après leurs entretiens aujourd'hui avec le ministre de la fonction publique. Tous attendaient un geste de Michel Durafour en faveur des salaires des fonctionnaires. Le ministre leur a demandé de patienter jusqu'à la négociation salariale qui aura lieu début octobre. Pas contente, la FEN a déclaré qu'elle en appellerait au Premier ministre. FO, Force ouvrière, qualifie l'attitude du gouvernement d'inadmissible. Et pour la CGT, c'est la poursuite de la politique d'austérité dans toute sa splendeur. Gorbatchev au pays de solidarité. L'homme fort du Kremlin est arrivé ce matin en Pologne pour une visite officielle de 4 jours. La première attente des Polonais, un aveu sinon un repentir de Gorbatchev sur le massacre de soldats polonais attribué à Staline en 1943. Lors de son discours au Parlement cet après-midi, l'homme de la transparence y a juste fait une très brève allusion. Jacques Rig. Cet après-midi, devant le Parlement polonais, Mikhaïl Gorbatchev a abordé les taches blanches de l'histoire. Ces taches qui oblitèrent les relations soviéto-polonaises depuis la dernière guerre trouvent leur origine à Katyn, en Biélorussie. 1940, plus de 4000 officiers et sous-officiers polonais sont abattus par l'armée rouge. Le charnier est découvert en 1943. Les soviétiques rejettent alors la responsabilité de ces atrocités sur l'armée allemande. Le sujet reste tabou, même aujourd'hui, où Gorbatchev a condamné les actes de répression de Staline, mais sans prononcer le nom magique pour les Polonais de Katyn. C'est la déception. Autre point marquant dans le discours du numéro 1 soviétique, sa proposition de réduction des armements conventionnels en Europe, tant en armes qu'en effectifs. L'OTAN, l'Organisation Atlantique de Défense, a immédiatement rejeté cette proposition. Quoi qu'il en soit, le leader soviétique est resté aujourd'hui fidèle à son image de fonceur, bain de foule, dédicace de son ouvrage. Son séjour est une véritable offensive de charme, la cible des Polonais, qui pour 60% d'entre eux ne croient ni en la perestroïka ni en la transparence. Gorbatchev a encore 3 jours pour les convaincre. Les autres événements qui ont marqué la journée à l'étranger, Patrice Nicolas. Carlos Salinas annoncé vainqueur de l'élection présidentielle mexicaine du 6 juillet dernier. Le candidat officiel du parti au pouvoir, le PRI, obtiendrait 53% des voix après dépouillement des 3/4 des bulletins. Son opposant de centre-gauche, M. Cárdenas, obtiendrait 29% des voix. Les premiers résultats annoncés sont contestés comme on s'y attendait. Selon M. Cárdenas, il serait truqué. 8 ans après les 4 auteurs de l'attentat de Bologne condamnés à perpétuité, l'attentat avait fait 85 morts et 200 blessés à l'intérieur de la gare. Parmi les autres condamnés, 2 officiers des renseignements militaires et Licio Gelli, le maître de la loge maçonnique P2. Une charge de dynamite à l'origine du coup de poussier qui avait provoqué la catastrophe minière de Borken en RFA le 1er juin. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le parquet de Cassel. 51 mineurs avaient trouvé la mort dans cette catastrophe. 5e jour d'enfer en mer du Nord. La plateforme pétrolière Piper Alpha est toujours en feu. 3 corps retrouvés aujourd'hui, encore 146 disparus. Le vent souffle à 60 km/h et empêche l'équipe de Red Adair de monter sur la plateforme. À cela s'ajoute une polémique soulevée par le Sunday Times. Un rapport publié après un premier accident en 84 exigeait un arrêt momentané de la plateforme, arrêt jugé trop coûteux à l'époque. Puis j'ajoute à ces informations que les États-Unis indemniseront les familles des victimes de l'Airbus iranien abattu par la marine américaine dans le golfe Persique. En revanche, aucun dédommagement pour le gouvernement iranien. Les ratés de l'enquête sur l'accident de l'Airbus A320 à Mulhouse. Ce soir, le dossier, retiré au juge Sangelin, est entre les mains de l'un de ses pairs. Le dessaisissement n'a pas plu au pilote de ligne qui, à l'exemple du juge Sangelin, critique les conditions dans lesquelles l'enquête se déroule. Maryse Burgot. Germain Sangelin, 20 ans de magistrature derrière lui et une réputation, celle de ruer dans les brancards. Un peu trop peut-être, puisque ce soir, il a dû remettre le dossier A320 à un nouveau juge, Charles Bertin. Mais revenons en arrière. Il y a une semaine, dès que Sangelin s'empare du dossier Airbus, il accuse. Selon lui, la DGAC, Direction de l'Aviation Civile, est allée un peu vite en rendant les pilotes responsables de l'accident. En fait, le magistrat remet en question la procédure habituelle en cas de crash d'avion. En effet, l'enquête est systématiquement confiée à la DGAC. Elle donne elle-même ses conclusions à la justice. Il y a 15 jours,
Le soir de l'accident, les boîtes noires ont donc été confiées à la DGAC. Elle les a examinées, on connaît ses conclusions. Seuls les pilotes seraient responsables du crash. L'A320, fleuron de l'industrie, est donc blanchi. Procédure traditionnelle étrange, dit Sangelin. Comment peut-on être à la fois juge et partie? Car la DGAC, c'est l'administration, mais avec une particularité, celle d'avoir des liens étroits avec le lobby aérien et donc avec les constructeurs d'avions. Les centristes de Moselle approuvent l'entrée au gouvernement de Michel Rocard, numéro 2, l'entrée de Jean-Marie Roche. En cela, ils sont plus chauds pour l'ouverture que les instances nationales du CDS. Certains perfides estiment que ce soutien arrive un peu tard. Écoutons le président du CDS Moselle, Pierre Ferrari. On avait pu mesurer toute la journée au Conseil régional que Jean-Marie Roche avait vraiment besoin d'un soutien, car je rappelle qu'il n'est pas exclu de l'UDF, d'ailleurs l'UDF n'a pas à exclure quelqu'un qui n'appartient au CDS, et Pierre Maignery a dit que le problème serait réglé à la rentrée. Donc en attendant que ce problème soit réglé, nous avons décidé de le conforter en lui apportant notre soutien. Il n'a pas remis en cause ses convictions ou les nôtres. Je crois que nous les partageons depuis un certain temps pour savoir qu'on peut lui faire confiance. En réalité, il devait être soutenu par la formation qui lui est la plus proche et à laquelle il a beaucoup donné pendant des années et des années. Après une grève de 5 semaines, les salariés des chantiers navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire ont voté ce matin la reprise du travail. Ils ont approuvé les mesures contenues dans un accord signé entre les syndicats, la direction et le conciliateur de ce conflit. La bourse, l'indicateur...